5 jours que ma petite Marie était censée reposer sous cette terre humide et froide, quelque part au cimetière de la Chartreuse. 5 jours que je rampais, que je pleurais à en avoir la gorge nouée, un homme brisé. Moi, Julien, que tout Marseille craignait, j'étais là, à genoux devant cette pierre tombale, secoué comme une feuille. Les larmes coulaient sur un visage si figé d'habitude qu'il ignorait la faiblesse. Je me souviens, ce fut... Quel jour déjà? Mardi, mercredi, tout se mélangeait dans cette brume de douleur. Et c'est là, dans cet abîme de désespoir, qu'elle est apparue. Une jeune femme maigre, vêtue de haillons, son travail ici était d'entretenir les tombes. Sophie. Elle s'est glissée à mes côtés, hésitante comme un ombre. Elle fixait la photo incrustée dans la stèle, le sourire de mon ange. Et puis, elle a lâché les mots, des mots qui ont glacé le sang dans mes veines, bien plus que le vent d'automne. Monsieur, l'enfant sur cette photo, elle est vivante, elle est avec moi, là, dans ma cabane, de l'autre côté du cimetière. Sur le coup, je l'ai prise pour une folle. Mon Dieu, j'étais déjà à bout de nerfs. Mais ses yeux, clairs, limpides, sans la moindre trace de mensonge ou de folie. Et quand, contre toute logique, cet homme puissant que j'étais a choisi de suivre cette pauvre Sophie, une vérité horrible sur Pierre, ma femme, a commencé à se dévoiler, couche après couche. Une conspiration impitoyable, une trahison au-delà de l'imaginable, un secret enfoui sous la terre. Mais comment en étais-je arrivé là? Mon esprit refusait de faire le lien. Il y a quelques jours seulement, j'étais à Paris. Ah oui, Paris. C'était il y a une semaine, peut-être 8 jours, mon sens du temps était complètement déformé. J'étais au 35e étage d'un hôtel de luxe parisien, les lumières de la ville scintillantes sous mes yeux. Je venais de signer un contrat monstrueux, le genre qui fait trembler les murs du monde des affaires. J'aurais dû sabrer le champagne, savourer cette victoire. Mais une étrange oppression me serrait de la poitrine. Une anxiété sourde qui m'empêchait de dormir, bien qu'il fût déjà minuit passé. Je me suis frotté le torse, espérant chasser cette sensation. La fatigue, me suis-je dit. Une bonne nuit de sommeil et tout rentrerait dans l'ordre. Mon regard s'est posé sur mon téléphone, sur la table. L'écran de fond, c'était Marie, ma fille, un grand sourire avec ce petit trou-là où sa dent de lait venait de tomber. 6 ans, mon petit ange. La seule âme capable de faire fondre le cœur d'un chef de clan. Elle me manquait terriblement. Son rire cristallin, sa façon de courir vers la porte et de sauter dans mes bras. Hier soir encore, nous nous étions appelés en visio. Elle m'avait montré fièrement un dessin qu'elle voulait me donner. Je lui avais promis d'être de retour demain avec l'énorme ours en peluche dont elle rêvait. Un léger sourire a flotté sur mes lèvres. J'ai décidé de prendre le premier vol le matin. Je ne voulais pas être loin d'elle un jour de plus. Il était 2 heures du matin. Paris ne dormait jamais, mais le silence de cette chambre d'hôtel me rendait étrangement seul. J'allais me coucher quand mon téléphone a vibré. Le nom de Pierre est apparu à l'écran. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Pierre ne m'appelait jamais à cette heure-là. Elle m'envoyait des messages, oui, pour du shopping, des marques de luxe, mais un appel à 2 heures. Ce n'était pas normal, j'ai décroché. De l'autre côté, des sanglots étranglés, des allaitements comme si elle venait de courir un marathon. J'ai froncé les sourcils, demandé ce qui se passait. Elle ne faisait que pleurer, incapable de parler. Sa voix était brisée, comme si le monde entier venait de s'effondrer. Je l'ai secouée verbalement, ma patience s'amenuisant. « Calme-toi, Pierre. Qu'est-ce qui se passe? » Et puis, les mots sont tombés, un par un, des coups de couteau dans ma poitrine. Entre 2 sanglots, Pierre a dit que Marie avait eu un accident de voiture, que le véhicule avait été percuté, que notre enfant n'avait pas survécu. Mon monde a gelé à cet instant. Je suis resté immobile, les yeux écarquillés, fixant un point dans le vide. Le téléphone m'a glissé des mains et est tombé sur le tapis avec un bruit sourd.
Impossible. C'était un cauchemar. Hier soir, elle riait. Elle m'attendait. Comment? Comment Marie pouvait-elle être partie? J'ai ramassé le téléphone, ma voix tremblante, hurlant à Pierre de le répéter. Je ne croyais pas. Je refusais de croire. Mais elle continuait à pleurer, à insister. Je devais revenir tout de suite. Un instant, une fraction de seconde. J'ai trouvé étrange la façon dont elle pleurait. Comme si ses sanglots manquaient d'âme, comme s'ils étaient arrangés. Mais mon esprit était trop en chaos pour y prêter attention. La douleur de perdre mon enfant a tout englouti. Julien, le patron froid et puissant de Marseille, n'était plus qu'un père dévasté. Sans réfléchir, je me suis précipité hors de la chambre. Je n'ai même pas pris ma veste, mes bagages. De mes mains tremblantes, j'ai appelé Thomas, mon bras droit le plus fidèle, et je lui ai ordonné de préparer le jet privé. Ma voix était rauque, brisée, comme mon cœur. Le monde de Julien s'était effondré, tout ça en un seul appel à 2 heures du matin. Le vol de Paris à Marseille a duré près de 4 heures. 4 heures qui m'ont semblé une éternité. J'étais raide dans mon siège, les yeux injectés de sang, fixant le vide. Thomas était en face de moi, le visage marqué d'inquiétude. En 10 ans à mes côtés, il ne m'avait jamais vu si fragile. L'avion à peine posé, j'en ai jailli, bondi dans la voiture qui nous attendait sur le tarmac. J'ai hurlé au chauffeur de rouler à tombeau ouvert vers la maison. Je priais, murmurais que ce n'était qu'une horrible erreur, que Marie courait à ma rencontre avec son sourire. Mais quand la voiture a tourné sur le chemin que je connaissais par cœur, celui qui menait au domaine familial, mon cœur s'est serré comme dans un étau. Un drapeau de deuil blanc flottait au portail. Des couronnes funéraires le long de l'allée, des gens en noir, le visage tiré par la douleur. Chaque image me taillait comme une lame, confirmant que le cauchemar était réel. Ma petite fille était vraiment partie. La voiture n'avait pas encore ralenti que j'ai ouvert la porte et sauté. J'ai traversé la foule de ceux qui pleuraient, ignorant les condoléances, les regards de pitié. Un seul but, trouver ma fille, voir son visage une dernière fois. J'ai défoncé la porte du salon, là où le cercueil aurait dû être. La pièce était vide, juste son portrait sur un petit autel. Des bougies vacillantes, de l'encens, pas de cercueil, pas de corps. Ma fille n'était nulle part. J'ai tourné sur moi-même, affolé, hurlant à la foule. Où est ma fille? Pourquoi n'y a-t-il pas de cercueil? Et puis Pierre est apparu. Elle s'est précipitée, s'est effondrée à mes genoux, s'accrochant à mes jambes, hurlant. Des larmes coulaient sur son visage encore maquillé. Entre 2 sanglots, elle me suppliait de lui pardonner. Je n'avais pas le choix, Julien. Je l'ai saisie par les épaules, la secouant avec force. Ma voix rauque. Où est-ce Marie? Pourquoi pas de cercueil? Alors elle a prononcé les mots qui m'ont frappé comme la foudre. Étouffée par ses larmes, elle a expliqué qu'ils avaient déjà enterré Marie, que le corps de l'enfant était trop abîmé, que le médecin avait dit qu'il ne pouvait pas être conservé. Elle avait essayé de m'attendre, mais l'odeur, la condition du corps empirait. Elle n'avait pas eu d'autre choix que de procéder à l'inhumation. Je suis resté là, figé comme la pierre. Mes oreilles sifflaient, ma vision se brouillait. Mon corps engourdi, enterré. Ma fille avait été enterrée. Je n'avais même pas pu voir son visage une dernière fois. Pas un baiser d'adieu, pas un «papa t'aime plus que tout». Comment Pierre avait-elle pu faire ça? Comment avait-elle osé l'enterrer sans m'attendre? Je me suis effondré. Des sanglots d'homme brisés, désespérés. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-elle pas attendu quelques heures de plus? J'ai frappé le mur encore et encore jusqu'à ce que ma peau se déchire et que le sang coule sans même le réaliser. Perdre mon enfant était déjà insupportable. Mais ça, l'agonie de ne pas l'avoir vu une dernière fois s'est multipliée, me broyant l'âme en fragments. Pierre est resté à genoux, pleurant, expliquant qu'elle l'avait fait pour me protéger, pour ne pas que je la voie ainsi. Mais je n'entendais plus rien.
Mon esprit sombrait dans le puits noir du désespoir. Mes jambes ne me portaient plus. Je me suis écroulé sur le sol, comme un enfant perdu. J'ai levé les yeux vers le portrait de Marie, son sourire angélique. C'était comme si elle me regardait, me demandant pourquoi papa n'était pas rentré à temps pour la voir. C'est là, dans cette douleur atroce, que j'ai remarqué une silhouette immobile dans le coin de la pièce. Marc, le cousin de Pierre, les bras croisés, appuyé contre le mur, il observait tout avec un regard froid, indéchiffrable. Son visage ne montrait aucune émotion, aucune tristesse, aucune pitié, juste un calme étrange, déplacé. Quelque chose a flashé dans mon esprit, un éclat douloureux. Mais le poids de la perte de Marie était trop lourd. Il a tout noyé. Je n'avais pas la force de penser, de me demander pourquoi Marc était là, pourquoi il semblait si indifférent face à la dévastation d'une famille. À cet instant, je n'étais qu'un père qui venait de perdre la plus petite, la plus chère des filles du monde, et je n'avais même pas eu le droit de lui dire au revoir. La première nuit après les funérailles fut la plus longue de ma vie. Les derniers invités étaient partis. L'immense demeure avait sombré dans une obscurité et un silence si épais qu'il suffoquait. Pierre était allé se coucher tôt, disant qu'elle avait mal à la tête à force de pleurer. Quant à moi, le sommeil était une chose que mon corps épuisé refusait. Mes pieds, presque malgré moi, m'ont porté à la porte de Marie. Sa chambre rose, la couleur qu'elle adorait. Je suis resté là, ma main tremblant sur la poignée, incapable de l'ouvrir. J'avais peur. Peur d'entrer et de ne pas la voir courir à ma rencontre. Peur d'affronter la vérité. Cette pièce n'était plus qu'un souvenir. Mais finalement, j'ai poussé la porte et je suis entré. L'odeur familière de mon enfant a rempli mes poumons. Le shampoing pour enfants, les bonbons gélifiés, les crayons de couleur. Tout était là, frais, comme si Marie était juste partie jouer et pouvait revenir à tout moment. Je me suis approché du petit lit au drap de princesse. J'ai pris l'oreiller qui semblait encore imprégné de sa chaleur, l'ai serré fort contre ma poitrine et j'ai pleuré. Non pas ces sanglots bruts et déchirants du jour, mais des larmes silencieuses, coulantes dans le noir. Le souffle coupé d'un père qui avait perdu la raison de vivre. Je me suis assis près du lit, mes yeux dérivant dans la pièce pleine de souvenirs. Sur le petit bureau, les boîtes de crayons étaient encore ouvertes, des dessins inachevés éparpillés. J'ai tendu la main et pris une feuille. Mon cœur s'est refermé quand j'ai vu ce qu'il y avait dessus. Marie avait dessiné 2 personnes se tenant la main devant une grande maison. Et au-dessus, en crayon rouge, une ligne de mots maladroite. Papa et moi, seulement papa et moi. Pas maman. J'ai relu. Et je me suis rendu compte que dans tous les dessins de Marie, n'avait jamais représenté sa mère. Étrange, ai-je pensé. Y avait-il quelque chose entre Pierre et Marie que j'ignorais? Ou simplement que je voyageais trop et n'y avais jamais fait attention? J'ai posé le dessin et j'ai cherché dans la pièce. Son petit téléphone, celui que je lui avais acheté pour qu'on puisse s'appeler chaque jour. J'ai vérifié le bureau, les tiroirs, sous l'oreiller. Il n'était pas là. Le téléphone avait disparu sans laisser de traces. Je suis sorti. Pierre était dans le couloir. Elle m'a demandé pourquoi je ne dormais pas. Sa voix était douce, pleine de sollicitude. Je lui ai demandé si elle savait où était le téléphone de Marie. Elle a hésité une seconde. Puis elle a dit qu'il avait probablement été détruit dans l'accident, écrasé avec la voiture. J'ai hoché la tête sans parler. Mais à l'intérieur de moi, une vague suspicion a commencé à monter. J'ai remarqué que Pierre se tenait devant la chambre de Marie sans y entrer, comme si elle évitait cette pièce. Et sur son visage, j'ai vu quelque chose qui n'était pas le chagrin d'une mère qui avait perdu son enfant. C'était plus comme un soulagement, comme si un poids venait de s'enlever. J'ai dit à Pierre que je voulais rester seul encore un peu. Elle a hoché la tête et est partie. Ses pas étrangement rapides. Quand elle a disparu, je suis resté immobile dans le couloir.
et les yeux froids et vifs du patron du milieu marseillais ont balayé chaque recoin de la maison. J'ai vu Marc, toujours là, au coin de l'escalier, parlant à Pierre. Il chuchotait, la tête penchée, jetant de temps en temps des regards autour, comme s'il craignait d'être remarqué. Quand ils m'ont vu apparaître, ils se sont séparés aussitôt. Pierre s'est précipité vers la cuisine tandis que Marc a fait semblant de consulter son téléphone. Je n'ai rien dit. Je les ai seulement observés, mon regard illisible. Les instincts d'un homme qui régnait sur le milieu marseillais. Des instincts qui m'avaient maintenu en vie pendant des années, dans un monde de trahison et de complot, hurlant que quelque chose n'allait pas. L'accident trop soudain, l'enterrement trop rapide, le téléphone disparu sans raison, l'attitude de Pierre, la présence constante de Marc. Toutes ces pièces ne formaient pas encore un tableau complet, mais je savais avec certitude que quelque chose était caché. Cette nuit-là, quand toute la maison s'est endormie, j'ai discrètement appelé Thomas. Ma voix était basse et froide, rien à voir avec l'effondrement de l'après-midi. Je lui ai ordonné d'enquêter sur tout ce qui concernait l'accident de Marie, le lieu, les témoins, les dossiers de l'hôpital, le rapport de police, insistant sur le secret absolu. Personne ne devait savoir. Pas même Pierre. Thomas a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai seulement répondu que j'avais besoin de la vérité. Quelle que soit cette vérité. 3 jours sont passés, un cauchemar interminable qui refusait de s'arrêter. Je jouais mon rôle de mari endeuillé, de père en deuil devant Pierre et tous les autres. Mais derrière ses yeux rougis par l'insomnie, il y avait le regard froid et perçant d'un homme qui observait, qui mémorisait les moindres détails. Après-midi du 3e jour, Thomas m'a contacté. L'enquête avait abouti. J'ai pris prétexte d'aller régler des affaires et j'ai conduit jusqu'à un hangar désaffecté près de Vitrolles. L'endroit où Thomas et moi nous rencontrions souvent pour des discussions secrètes. Il m'attendait déjà, un épais dossier à la main. Son visage était tendu, comme si ce qu'il avait découvert était pire que prévu. Je suis entré sans un mot, le fixant, attendant. Thomas a pris une longue inspiration et a commencé son rapport. Il avait vérifié tous les accidents de la route à Marseille et dans la région ces 2 dernières semaines. Pas un seul incident ne correspondait à la description de Pierre. Aucun véhicule de transport percuté. Aucun enfant de 6 ans décédé dans un accident de voiture. Je suis resté immobile, mes mains serrées, mes jointures blanches. Thomas a continué, sa voix plus basse. Il avait vérifié tous les hôpitaux de la ville. Aucun dossier d'admission, aucun certificat de décès au nom de Murray Hartwell. Il avait aussi contacté la police. Pas de rapport documentant l'accident décrit par Pierre. En d'autres termes, l'accident de voiture dont Pierre m'avait parlé cette nuit-là n'existait tout simplement pas. Mon esprit a chaviré. S'il n'y avait pas eu d'accident, de quoi Marie était-elle morte? Ou n'était-elle pas morte du tout? Mais si elle n'était pas morte, où était-elle? Pourquoi Pierre mentirait-elle? Des centaines de questions ont traversé ma tête comme une tempête que je ne pouvais contrôler. J'ai ordonné à Thomas de creuser plus loin sur Pierre et Marc. Il a hoché la tête, puis a tourné la page suivante du dossier. Ce qu'il avait découvert sur eux m'a frappé encore plus fort. Selon les sources et les preuves que Thomas avait rassemblées, Pierre et Marc se rencontraient en secret depuis 2 ans. Ils avaient des rendez-vous réguliers dans des hôtels et des restaurants discrets en périphérie, choisissant toujours des lieux où mes hommes allaient rarement. Thomas avait même des photos d'eux, enlacés, se tenant la main alors qu'ils entraient dans un appartement secret que Marc avait loué sous un faux nom. J'ai étudié les photos, sans émotion apparente sur mon visage, mais mes yeux étaient devenus d'une obscurité terrifiante. Une rage montait dans moi, prête à tout réduire en cendres, mais je l'ai forcé à descendre. Je n'étais pas un homme qui agissait sur un coup de tête. J'étais un patron, un homme qui avait bâti un empire à partir de rien avec calcul et patience. Je n'allais pas me précipiter. J'avais besoin de toute la vérité avant d'agir. Pierre avait une liaison avec Marc, c'était clair maintenant. Mais quel rapport avec la mort de Marie? Pourquoi inventer un accident qui n'avait jamais eu lieu?
Pourquoi enterrer le corps si vite sans même m'attendre? Quelque chose de plus grand se cachait derrière tout cela. Je le sentais et je le trouverais, quel qu'en soit le prix. Thomas m'a demandé comment je voulais gérer ça, si je voulais faire venir Pierre et Marc pour les interroger. J'ai secoué la tête, ma voix basse et froide comme la glace. Non, pas encore. Il y avait des choses que je devais vérifier de mes propres yeux d'abord. Je ne voulais pas effrayer ma proie avant d'avoir toutes les preuves entre mes mains. J'ai conduit en silence, mon esprit tournant sans repos. Il y avait un endroit où je devais aller. Un endroit qui pourrait me donner une réponse, la tombe de Marie. Je n'y étais pas allé depuis les funérailles parce que je n'avais pas eu le courage d'y faire face. Mais maintenant, il fallait. Je devais me tenir devant la tombe de ma fille, voir de mes propres yeux l'endroit où elle était censée reposer. Et peut-être, juste peut-être, cet endroit m'offrirait-il un indice. Cette nuit-là, je suis resté au lit sans fermer les yeux une seule fois. Je fixais le plafond, mon regard froid de calcul. Demain, j'irai au cimetière seul. Je visiterai la tombe de ma fille et je découvrirai la vérité. Quelle que soit la brutalité de cette vérité, j'étais prêt à y faire face. Le 5e jour depuis l'inhumation présumée de Marie, j'ai conduit seul au cimetière de la Chartreuse. Je n'ai rien dit à personne, pas de garde du corps, juste moi et la douleur qui me rongeait. Cet après-midi-là, le ciel était couvert. Les nuages gris traînaient comme s'ils voulaient cacher le soleil. J'ai marché entre les rangées de stèles silencieuses, mes jambes lourdes, me portant vers la section des nouvelles tombes. Et puis je l'ai vue. Une petite tombe avec une pierre blanche gravée du nom de Marie Hartwell. Et en dessous, 2 lignes. Sa date de naissance et sa date de décès. Ma fille n'avait que 6 ans. 6 ans seulement dans ce monde, trop bref, trop cruel. Je me suis agenouillé devant sa tombe, mes genoux s'enfonçant dans la terre humide et froide. J'ai fixé la photo de Marie incrustée dans la pierre. Son sourire angélique me regardait, comme si elle demandait pourquoi papa n'était venu que maintenant. Et pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai parlé à ma fille. Ma voix était rauque, tremblante, se brisant à chaque mot. Je lui ai dit pardon. Pardon de ne pas avoir été là quand elle avait le plus besoin de moi. Pardon d'avoir fait passer le travail avant la famille. Pardon de ne pas l'avoir protégée. Je lui ai dit que si je pouvais recommencer, je ne la quitterais plus jamais. Je serais à ses côtés tous les jours. Je la verrais grandir, aller à l'école, se faire des amis. Je chasserais tous les garçons qui oseraient flirter avec ma petite fille. Mais maintenant, il n'y avait plus aucune chance. Les larmes coulaient, le plus puissant patron de Marseille pleurant comme un enfant perdu dans un cimetière silencieux. Je n'avais pas besoin d'être fort ici. Pas besoin de porter le masque froid que j'arborais devant le monde. Ici, il n'y avait que moi et ma fille. Je ne sais pas combien de temps je suis resté à genoux. Quelques minutes, peut-être 1 heure entière. Quand les dernières larmes ont finalement séché, je me suis relevé lentement, comme pour partir. Mais à ce moment précis, une voix douce et menue a retenti derrière moi et m'a fait m'arrêter net. Je me suis retourné et j'ai vu une jeune femme à quelques pas. Elle était si mince qu'on aurait pu compter ses côtes sous une vieille chemise déchirée. Ses cheveux noirs étaient sauvages et emmêlés, son visage maculé de terre, mais ses yeux étaient étrangement clairs. Dans ses mains, elle tenait un balai de pâle et une petite pelle, les outils de quelqu'un qui nettoyait et entretenait le cimetière. La jeune fille s'est approchée, son regard fixé sur la photographie de Marie sur la stèle. J'ai froncé les sourcils et lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a seulement fixé la photo comme si elle essayait de confirmer quelque chose. Puis, tout d'un coup, elle s'est figée, son visage a changé de couleur, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Elle s'est tournée vers moi, sa voix tremblante alors qu'elle laissait échapper des mots qui m'ont fait croire que j'avais mal entendu. Elle a dit que l'enfant sur cette photo était toujours vivante, que la petite fille était dans sa cabane de l'autre côté du cimetière. Je suis resté immobile pendant quelques secondes,
Puis j'ai laissé échapper un rire froid et amer. Je pensais que cette fille était folle ou qu'elle essayait de m'arnaquer. Ma fille était morte, enterrée depuis 5 jours. Comment pouvait-elle être encore en vie? Je me suis retourné comme pour partir, ne voulant pas perdre de temps avec une déséquilibrée. Mais la jeune fille s'est précipitée et m'a attrapé la manche, sa voix suppliante d'un désespoir qui m'a fendu l'âme. « S'il vous plaît, monsieur, croyez-moi, je ne mens pas. Je ne suis pas folle. La petite fille est vivante. Je l'ai sauvée il y a 5 jours. Elle est dans ma cabane. Elle attend que quelqu'un vienne la chercher. » J'ai regardé dans les yeux de la jeune fille, prête à me dégager et à m'en aller. Mais quelque chose dans ses yeux m'a arrêté. Ils étaient clairs, purs, sans folie, sans tromperie, seulement une sincérité si frappante qu'elle m'a glacé. Et puis les pièces ont commencé à s'assembler dans mon esprit. L'accident sans trace, le corps enterré à la hâte, le téléphone disparu, l'attitude étrange de Pierre, la relation secrète avec Marc. Tous ces indices semblaient maintenant s'organiser dans une nouvelle forme, une possibilité que je n'avais jamais osé imaginer. S'il n'y avait pas eu d'accident, s'il n'y avait pas eu de mort, qui avait-il dans ce cercueil? Mon cœur s'est mis à battre la chamade, ma respiration courte et rapide. La raison me disait que c'était impossible, que cette fille était folle ou une escroc. Mais l'instinct de père, plus féroce que toute logique, me criait de la suivre, de voir par moi-même. S'il y avait ne serait-ce qu'une chance infime que Marie soit en vie, je devais la prendre. J'ai regardé la jeune fille, ma voix basse et grave, lui demandant son nom. Elle a dit s'appeler Sophie. Sophie Miller. J'ai hoché la tête une fois, puis j'ai dit « Emmène-moi là-bas ». Sophie s'est tournée et a marché rapidement vers la lisière du cimetière. Je l'ai suivie de près, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je savais que ma vie était sur le point de changer complètement en quelques minutes. Sophie m'a guidé à travers des rangées de tombes silencieuses, traversant d'un terrain en friche que peu de gens visitaient. Nous nous sommes dirigés vers la limite du cimetière, où la clôture de fer était rouillée et affaissée, et les herbes hautes. Je suivais Sophie, mon cœur battant la chamade, chaque pas pesant 1 tonne. Je ne savais pas ce que j'espérais. Je ne savais pas à quoi je serais confronté. Une partie de mon esprit me hurlait encore que c'était impossible, que je suivais une folle. Mais une autre partie, celle du Père, tremblait de prier que des miracles existent. Après quelques minutes de marche, nous nous sommes arrêtés devant une petite cabane nichée dans l'herbe sauvage. Si je n'avais pas regardé attentivement, je n'aurais jamais remarqué que quelqu'un vivait ici. La cabane était faite de morceaux de bois récupérés. Son toit recouvert d'une bâche en plastique bleu décolorée par le soleil et la pluie. Elle était si petite et si misérable que quelque chose s'est serré dans ma poitrine. C'était là que la fille appelée Sophie vivait, au cœur d'un cimetière froid, parmi les morts. Sophie s'est retournée pour me regarder, ses yeux éclairés d'un mélange d'inquiétude et d'espoir fragile. Elle a murmuré que la petite fille était à l'intérieur, puis elle a lentement soulevé la bâche qui servait de porte. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à me stabiliser, puis je me suis penché et j'ai fait un pas à l'intérieur. La cabane était sombre et exiguë, pourtant elle avait été nettoyée avec un soin surprenant. Une faible lumière filtrait par les interstices du toit, juste assez pour que je puisse distinguer ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puis j'ai vu ce qui m'a fait sentir que mon cœur s'était arrêté. Sur un lit de fortune fait de paille sèche et de vieux chiffons, une petite fille dormait. Son visage était plus pâle, son corps plus mince, mais je l'ai reconnue en un instant. C'était ma fille, c'était ma Marie. Je suis resté figé, les yeux écarquillés, incapable de croire ce que je voyais. Je pensais que je rêvais, que le désir s'était finalement transformé en hallucination. Mais non, c'était réel. Les cheveux bruns familiers, ce visage d'ange que je connaissais par cœur. Même le bracelet de perles colorées que Marie avait fait elle-même et qu'elle ne quittait jamais.
Tout était réel. Mes jambes ont tremblé et ont cédé alors que je tombais près du lit de fortune. J'ai tendu une main, tremblante si fort que je pouvais à peine la contrôler, et j'ai légèrement touché la joue de ma fille. Peau chaude, un rythme respiratoire régulier. Elle était vivante. Ma fille était vivante. Comme si elle pouvait sentir ce doux contact, Marie a lentement ouvert les yeux. Ses yeux bruns clairs, que j'aimais plus que tout au monde, sont apparus, lourds et flous, alors qu'ils erraient, puis se sont posés sur mon visage. Et puis ses lèvres sèches et gercées ont bougé, formant le son que j'avais cru ne plus jamais entendre. Papa, papa. Ces deux mots m'ont transpercé la poitrine comme une lame, mais non pas de douleur, de joie. Avec la libération déchirante d'un père ramené à la vie de l'enfer, j'ai serré ma fille dans mes bras, la tenant si fort que c'était comme si je voulais la fondre dans mon propre corps pour ne plus jamais être séparé d'elle. J'ai pleuré, pleurant de sanglots profonds et brisés, comme si on ne m'avait jamais permis de pleurer auparavant. Les larmes coulant sans contrôle, trempant les cheveux de ma fille. Le puissant patron de Marseille, l'homme qui faisait trembler le milieu, pleurait maintenant comme un enfant dans une cabane déchirée au bord d'un cimetière. Marie a pleuré aussi, ses petits bras accrochés autour de mon cou, son corps tremblant par vagues. Entre deux sanglots, elle a dit qu'elle avait eu si peur, qu'elle pensait que personne ne viendrait la chercher, que je lui manquais tellement. Sa petite voix faible a transpercé mon cœur comme des aiguilles. Chaque mot était un coup, douloureux, et pourtant au-delà de tout ce que je pouvais nommer comme bonheur. Je l'ai serré plus fort, mes lèvres tremblantes alors que je lui murmurais à l'oreille « Papa est là maintenant. Papa ne va nulle part. Personne ne pourra plus te faire de mal, ai-je promis. » J'ai répété ces mots encore et encore, comme un vœu, comme un engagement que j'aurais échangé ma propre vie pour tenir. Sophie se tenait dans le coin de la cabane, observant en silence cette réunion pleine de larmes. Elle n'a pas parlé. Elle n'a fait qu'un petit sourire, ses propres yeux brillants de larmes. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait en sauvant cet enfant. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait en disant la vérité à cet homme. En regardant le père et la fille s'étreindre et pleurer, Sophie a senti son cœur se réchauffer étrangement, comme si elle venait d'assister à un miracle dans une vie ordinaire. Je ne savais pas combien de temps j'avais tenu mon enfant. Je savais seulement que je ne voulais pas la lâcher. Mais enfin, quand les larmes se sont apaisées, quand la tempête de sentiments a commencé à se calmer, la plus grande question a surgi en moi. Si Marie était vivante, alors que s'était-il passé? Qui avait fait ça à ma fille? Et pourquoi? Quand les émotions se sont lentement calmées, j'ai doucement reposé Marie sur le lit de fortune, ma main toujours serrée autour de la petite main de ma fille, comme si j'avais peur que si je la lâchais, elle disparaîtrait. Je me suis tourné vers Sophie. Les yeux froids et perçants du patron étaient de retour, même si ma voix était basse et épuisée. Je lui ai demandé de tout me raconter depuis le début, sans oublier un seul détail. Sophie s'est assise dans le coin de la cabane, ses mains décharnées se tordant comme pour se stabiliser. Elle a pris une profonde inspiration et a commencé à raconter ce dont elle avait été témoin cette nuit fatidique. Elle a dit que c'était 5 jours plus tôt, vers 3 heures du matin. Elle dormait dans la cabane quand elle a été réveillée en sursaut par des bruits étranges venant du cimetière. Le grincement d'une pelle creusant la terre, des voix qui chuchotaient. Elle était terrifiée, pensant qu'il y avait des pilleurs de tombes ou quelqu'un faisant quelque chose de sombre et de mal. Elle laisse rester immobile à l'intérieur de la cabane, osant à peine respirer. Mais sa curiosité ne lui permettait pas de fermer les yeux et de faire comme si rien ne se passait. Sophie a jeté un coup d'œil à travers une fissure dans la cabane et a vu 2 silhouettes creuser un trou dans la nouvelle section des tombes. Un homme grand et une femme, tous deux vêtus de noir, leurs visages difficiles à distinguer dans l'obscurité. Ils creusaient vite comme s'ils essayaient de finir avant l'aube. Puis elle a vu la femme se tourner vers une voiture garée à proximité
et en soulever un enfant. Sophie s'est arrêtée, sa voix se brisant alors qu'elle arrivait à cette partie. Elle a dit que l'enfant était vivant. Elle a entendu un faible cri déchirer la nuit silencieuse. Mais les deux silhouettes n'ont montré aucune pitié. Elles ont jeté l'enfant dans le trou qu'elle venait de creuser, puis ont commencé à remettre de la terre. Sophie a voulu courir pour les arrêter. Elle a voulu crier à l'aide, mais elle avait trop peur. Ce n'était qu'une fille faible, sans abri. Comment aurait-elle pu combattre deux personnes faisant quelque chose d'aussi cruel? Tout ce qu'elle pouvait faire était de rester immobile, tremblante, priant pour qu'ils partent rapidement. Quand ces deux silhouettes sombres sont enfin montées dans la voiture et ont disparu dans la nuit, Sophie a couru droit à l'endroit qu'ils avaient creusé. Elle a gratté la terre à main nue, ses ongles se brisant, le sang coulant. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Il fallait qu'elle sauve l'enfant. Elle ne pouvait pas laisser une petite vie être enterrée vivante comme ça. Et elle l'a sauvée. L'enfant respirait encore, faible, mais vivante. Elle a ramené la petite fille à sa cabane et a utilisé le peu d'eau et de nourriture qu'elle avait pour s'occuper d'elle pendant les 5 derniers jours. J'ai écouté. Chaque mot de Sophie me transperçait la poitrine comme une lame. Je me suis tourné vers ma fille, ma voix douce mais pleine de douleur, et lui ai demandé si elle se souvenait de quelque chose. Si elle se souvenait de ce qui s'était passé avant de se réveiller ici. Marie est restée immobile, les yeux fixés sur le plafond de la cabane, sa petite voix basse comme si elle craignait que quelqu'un l'entende. Elle a dit que cette nuit-là, maman lui avait donné du lait avant de se coucher, mais il avait un goût étrange. Papa, je n'aimais pas ça, mais maman m'a fait tout boire. Puis elle a eu sommeil, tellement sommeil qu'elle a essayé d'ouvrir les yeux mais n'y est pas parvenue. Quand elle s'est réveillée, elle était dans un endroit plongé dans le noir et si froid. Elle avait peur, elle a pleuré et a appelé papa, appelé maman, mais personne n'a répondu. Elle a entendu de la terre tomber, entendu des gens parler, mais ne pouvait pas comprendre les mots. Elle a continué à pleurer et puis elle a senti quelqu'un la déterrer. C'était Sophie. J'ai mordu ma lèvre jusqu'à sentir le goût du sang, la douleur et la fureur roulant dans ma poitrine comme une tempête que je ne pouvais plus retenir. Je comprenais tout maintenant. Pierre avait drogué l'enfant. Puis elle et Marc l'avaient emmenée au cimetière pour l'enterrer vivante. Ils avaient essayé de tuer ma fille. Si ce n'avait pas été pour Sophie, si ce n'avait pas été pour cette pauvre fille, Marie serait vraiment morte et je n'aurais jamais connu la vérité. J'aurais vécu pour toujours dans le chagrin et les mensonges. Marie a soudainement posé une question, sa voix claire, mais pourtant une douleur qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait jamais avoir à supporter. « Papa, pourquoi maman m'a fait ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Papa, pourquoi maman ne m'aime pas? » Cette question a transpercé mon cœur comme une flèche. J'ai serré ma fille dans mes bras, les larmes montant à nouveau même si j'essayais de les retenir. Je ne savais pas comment lui répondre. Comment expliquer à un enfant que sa propre mère avait voulu sa mort? Tout ce que je pouvais faire était de la tenir fort et de murmurer qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'elle était l'ange de papa, qu'elle était tout pour moi. Les gens qui lui avaient fait du mal, je ne les pardonnerai jamais. J'ai relevé la tête. Il n'y avait plus de larmes dans mes yeux maintenant, seulement le froid impitoyable d'un patron du milieu bouillonnant de rage. Je comprenais tout, et maintenant il était temps pour les traîtres de payer. Je n'ai pas perdu une seconde de plus. J'ai soulevé Marie dans mes bras, la tenant serrée comme si j'avais peur que quelqu'un ne l'arrache à nouveau. Je me suis tourné vers Sophie et lui ai dit qu'elle devait venir avec moi, que je les emmènerais toutes les deux dans un endroit sûr. Sophie a hésité. Elle était habituée à vivre seule dans cette cabane depuis des années, et suivre un homme étrange la remplissait de peur. Mais quand elle a regardé dans mes yeux, quand elle a vu la façon dont je tenais mon enfant, elle a compris que je ne lui ferais pas de mal. Elle a hoché la tête, a rassemblé les quelques petites choses qu'elle possédait et m'a suivi hors de la cabane. J'ai appelé Thomas et lui ai ordonné de préparer une maison sécurisée immédiatement.
Ma voix était froide et définitive, dénuée d'émotion. Quand la voiture de Thomas est arrivée pour nous prendre, j'ai placé Marie et Sophie à l'intérieur, ordonnant à mon chauffeur le plus fiable de protéger ces deux-là de sa vie. J'ai embrassé le front de ma fille et lui ai murmuré que papa reviendrait bientôt, qu'elle devait rester ici avec Sophie, qu'elle ne devait pas avoir peur. Marie a hoché la tête, ses yeux toujours rouges, mais elle ne pleurait plus. Quand la voiture emportant Marie et Sophie a disparu dans la nuit, je me suis retourné et j'ai regardé vers le cimetière. Mes yeux étaient glacés, ma mâchoire serrée, tout mon corps rayonnant une intention meurtrière qui semblait épaissir l'air. J'ai rappelé Thomas et lui ai ordonné d'apporter une pelle, une barre à mine et quelques-uns de mes hommes les plus fiables au cimetière de la Chartreuse immédiatement. Thomas n'a pas demandé pourquoi. Il a seulement répondu qu'il serait là dans 15 minutes. C'est pourquoi je faisais confiance à Thomas, parce que l'homme ne posait jamais de questions inutiles. Il ne faisait qu'obéir aux ordres, et il le faisait parfaitement. 15 minutes plus tard, Thomas est arrivé avec 3 hommes costauds, les outils que j'avais exigés dans leurs mains. Ils m'ont suivi dans le cimetière, leurs pas silencieux comme des fantômes dans la nuit. Quand nous avons atteint la tombe de Marie, je me suis arrêté, mes yeux se posant sur la stèle blanche avec un regard que personne ne pouvait lire. Thomas se tenait à mes côtés, attendant. J'ai parlé d'une voix basse et glaciale. Un seul mot, creuser. Les hommes l'ont bougé aussitôt. Le bruit des pelles mordant la terre a résonné dans la nuit silencieuse, sec et brutale dans le vide du cimetière. Ils ont travaillé vite et avec précision, jetant la terre de côté en piles grandissantes. Thomas n'a pas demandé pourquoi je voulais déterrer la tombe de ma fille. Il a seulement obéi avec une confiance absolue en son patron. Après près d'une heure, la pelle a heurté du bois. Le cercueil était exposé. Les hommes ont passé des cordes autour et l'ont lentement hissé à la surface. Un cercueil en chêne coûteux gisait là, incrusté de terre, silencieux et froid sous le clair de lune tamisé. Je me suis avancé et je me suis tenu à côté. J'ai fait signe à Thomas. L'homme d'âge moyen a compris, a pris la barre à mine et l'a coincé dans la jointure entre le couvercle et le corps du cercueil. Un son de craquement dur a brisé l'air, suivi du gémissement du bois qui se fendait. Le couvercle s'est soulevé, pouce par pouce, et ce qui se trouvait à l'intérieur a fait que toutes les personnes présentes se sont figées sur place. Vide. Le cercueil était complètement vide. Pas de Carme, pas de Marie, rien à l'intérieur. Seulement quelques briques empilées pour lui donner du poids et un drap blanc drapé par-dessus pour cacher la vérité. La bouche de Thomas s'est ouverte. Incapable de croire ce qu'il voyait, il s'est tourné vers moi, les yeux pleins de choc et de doute. Mais je n'étais pas surpris. Je le savais depuis le moment où j'avais entendu l'histoire de Sophie et de Marie. Je savais que ce cercueil n'était qu'une mise en scène, une pièce du stratagème impitoyable que Pierre et Marc avaient monté. J'ai regardé le cercueil vide, mon visage froid comme la pierre, pas un clignement d'expression, mais mes yeux brûlaient, un feu de fureur et de haine, couvant d'une chaleur sauvage. Je me suis penché, j'ai ramassé une des briques de l'intérieur, et je l'ai serré si fort que mes jointures sont devenues blanches. Puis j'ai craché un nom entre mes dents. Pierre. Le grondement a résonné à travers le cimetière vide, épais de menaces et de dégoût. Thomas et les autres sont restés parfaitement immobiles, osant à peine respirer. Ils n'avaient jamais vu leur patron aussi en colère, et ils savaient que la colère de Julien était la chose la plus terrifiante du monde. J'ai jeté la brique au sommaire et je me suis tourné vers Thomas. Ma voix était basse et assez froide pour donner la chair de poule. J'ai dit, « Appelle tous les hommes. Ce soir, j'ai une conversation à avoir avec ma femme. » Je suis rentré au domaine Hartwell dans la nuit, mon visage étrangement calme. La misère désespérée des jours précédents avait disparu. L'effondrement d'un père qui avait perdu son enfant. Tout ce qui restait était le calme froid d'un patron se préparant à porter le coup final. J'avais tout arrangé parfaitement.
Marie et Sophie étaient en sécurité sous une protection stricte. Thomas et les hommes les plus fiables avaient été positionnés autour du domaine, prêts à bouger au signal. Maintenant, il était temps que la pièce atteigne son apogée. Quand je suis entré dans la maison, Pierre était dans le salon, regardant la télévision. Elle a levé la tête et son expression a immédiatement viré à l'inquiétude et à l'attention. Elle s'est levée, s'est dépêchée vers moi et m'a demandé où j'avais été toute la journée sans rien dire, car elle était si inquiète. Sa voix était douce, ses yeux humides comme si elle était sur le point de pleurer. Une parfaite performance, ai-je pensé. Si je n'avais pas connu la vérité, j'aurais pu croire cette inquiétude feinte. Je n'ai pas répondu. Je me suis dirigé vers le canapé et je me suis assis. J'ai regardé Pierre, mon visage illisible, puis j'ai demandé doucement si elle avait quelque chose à me dire. Pierre a tressailli, ses yeux clignant de malaise. Elle s'est assise en face de moi et a secoué la tête, disant « Non, il n'y avait rien du tout. Pourquoi demandais-tu ça ?» Je l'ai observé, mon regard comme quelque chose qui pouvait voir à travers une âme. J'ai demandé à nouveau si vraiment il n'y avait rien, si elle n'avait rien à me confesser. Pierre a dégluti, sa gorge semblant se serrer. Elle a essayé de garder son calme et a demandé de quoi je parlais. Elle ne comprenait pas. Juste à ce moment, la sonnette a retenti. Pierre a bondi comme si elle avait été sauvée d'une corde de plus en plus serrée. Elle a ouvert la porte et Marc est entré, souriant vivement comme il le faisait toujours. Il a dit qu'il passait par là par hasard et qu'il voulait s'arrêter pour prendre de leurs nouvelles après le récent chagrin. J'ai regardé Marc et le coin de ma bouche s'est levé en un sourire froid. Par hasard. Quelle coïncidence. Je lui ai fait signe de s'asseoir, disant qu'il arrivait au bon moment car je voulais leur parler à tous les deux. Pierre et Marc ont échangé un rapide coup d'œil et tous deux ont semblé respirer plus facilement. Ils pensaient que je ne savais toujours rien, que leur performance fonctionnait encore. Ils se sont assis sur le canapé et ont essayé de paraître naturels, calmes. Je les regardais comme un chat regarde deux souris avant de bondir. J'ai laissé le silence s'étirer pendant quelques secondes, assez longtemps pour que la tension commence à s'insinuer dans l'esprit des deux traîtres. Puis j'ai fait un léger signe de tête, un signe que seul Thomas, qui attendait derrière la porte, a compris. La porte du salon s'est lentement ouverte. Pierre et Marc se sont tournés, curieux de voir qui entrait, et puis leurs deux cœurs se sont arrêtés. Marie est entrée dans la pièce, sa main fermement serrée dans celle d'une jeune femme maigre qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. L'enfant qu'ils avaient enterré vivant 5 jours plus tôt, l'enfant qu'ils croyaient morte depuis des jours, se tenait maintenant devant eux, vivante et respirante, chair et os. Marie a vu Pierre et la peur a vacillé dans ses yeux. Mais ensuite, elle a appelé d'une voix faible. « Maman !» Un mot simple, portant tant de douleur, tant de questions sans réponse. Pierre a bondi sur ses pieds, son visage devenant blanc comme un cadavre, ses jambes tremblant violemment. Comme si elle ne pouvait plus supporter le poids de son corps, elle a balbutié, incapable de former des mots, les yeux écarquillés alors qu'elle fixait Marie comme si elle voyait un fantôme. Marc a réagi plus vite. Il a sauté du canapé aussitôt et a essayé de se précipiter vers la porte arrière pour s'échapper, mais il n'avait fait que quelques pas quand 2 hommes costauds sont apparus, bloquant son chemin. Ils ont saisi Marc et l'ont forcé à se mettre à genoux sur le sol comme un chien. Marc s'est débattu et a hurlé, exigeant de savoir ce que c'était, mais personne n'a pris la peine de lui répondre. Thomas est entré dans la pièce et a pris position devant la porte principale, s'assurant que personne ne puisse sortir. Pierre s'est écroulé sur le canapé, tout son corps tremblant de façon incontrôlable. Elle a regardé Marie, puis moi, puis à nouveau Marie, comme si elle cherchait un moyen d'expliquer ce qui se passait. Mais il n'y avait pas d'explication. La vérité était exposée sous ses yeux. Le crime avait été mis en lumière. Je me suis levé lentement et je suis allé me tenir devant Pierre. J'ai baissé les yeux sur la femme que j'avais épousée, en qui j'avais eu confiance et avec qui j'avais partagé ma vie toutes ces années.
Maintenant, elle n'était qu'une traîtresse méprisable, un serpent venimeux qui avait essayé de tuer sa propre fille. Je me suis penché plus près, mes yeux froids comme la glace, ma voix basse et dangereuse. J'ai dit seulement 2 mots. Explique-toi. Pierre s'est effondré à genoux sur le sol, les larmes coulant à flots. Elle a rampé vers moi, m'a serré les jambes et m'a supplié à travers des sanglots désespérés. Elle a dit, « S'il te plaît, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai été forcé. Je n'avais pas pour le choix. C'était tout Marc. C'est lui qui m'a tout fait faire. Il m'a menacé. Je suis la victime ici. S'il te plaît. » Pierre a désigné Marc, qui était à genoux sur le sol. Sa voix stridente de haine alors qu'elle hurlait qu'il avait tout inventé, qu'il l'avait forcé à suivre son plan, qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal à Marie, qu'elle était la mère de l'enfant. Comment aurait-elle pu faire du mal à sa propre fille? Marc, entendant cela, a rugi de fureur. Il s'est débattu dans l'étreinte des hommes qui le retenaient. Son visage rouge de rage. Il a hurlé qu'elle était une femme diabolique, qu'elle osait lui imputer tout le blâme. C'est elle qui avait tout planifié depuis le début. C'est elle qui voulait la mort de la petite fille. Il n'avait fait que ce qu'elle lui avait dit de faire. Elle lui avait promis la moitié de l'argent après le divorce. Elle l'avait tenté. Elle était le véritable serpent venimeux. Je suis resté silencieux, regardant les 2 traîtres se déchirer comme des chiens se disputant un os. Plus je les écoutais se renvoyer la culpabilité, plus le plan entier devenait clair devant moi. Pierre voulait un divorce depuis longtemps. Elle était fatiguée de sa vie avec moi. Elle voulait la liberté et elle voulait de l'argent, mais je n'aurais pas accepté le divorce parce que je savais que si nous divorcions, je pourrais perdre la garde de Marie. Les tribunaux favorisaient souvent la mère dans les litiges de garde, et je ne pouvais accepter d'être séparé de ma fille. Pierre le savait. Et elle savait aussi que tant que Marie serait vivante, je ne la lâcherais jamais. Alors, le plan cruel a été élaboré. Tuer Marie, simuler un faux accident, l'enterrer rapidement pour effacer les preuves. Après cela, Pierre jouerait le rôle d'une veuve éplorée pendant un certain temps, puis proposerait le divorce au motif qu'elle ne pouvait pas surmonter la douleur de la perte de notre enfant. Elle prendrait la moitié de mon énorme fortune et vivrait dans le luxe avec Marc pour le reste de sa vie. Un plan parfait, si ce n'avait pas été Sophie. Marie se tenait blottie derrière Sophie, ses yeux fixés sur Pierre avec peur et douleur. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère voulait lui faire du mal. Ne comprenait pas pourquoi la personne qui aurait dû l'aimer et la protéger le plus au monde était celle qu'il avait voulu morte. Sophie a enroulé un bras autour des épaules de Marie, la protégeant de la scène hideuse qui se déroulait. Pierre a vu le regard dans les yeux de Marie et s'est mise à pleurer encore plus fort. Elle a rampé vers sa fille, balbutiant à travers ses larmes. « Marie, maman est désolée. Maman ne le pensait pas. Maman t'aime. Maman a seulement été trompée. Maman ne voulait pas te faire de mal. » Mais Marie a reculé, se cachant derrière Sophie, incapable de regarder Pierre. Elle tremblait, les larmes coulant sur ses joues. Je me suis avancé et je me suis tenu entre Pierre et Marie. J'ai baissé les yeux sur la femme agenouillée à mes pieds, ma voix froide comme la glace. Pierre a relevé la tête et a essayé de saisir ma main, suppliant que j'étais son mari, qu'elle était la mère de Marie, que je devrais l'épargner, qu'elle changerait, qu'elle recommencerait. « S'il te plaît, ne me quitte pas. » J'ai retiré ma main et j'ai regardé Pierre avec des yeux vidés de sentiments. J'ai parlé lentement, chaque mot comme un marteau enfonçant un clou, disant que quiconque tentait de tuer sa propre fille ne méritait pas d'être appelée mère, et quiconque trahissait son mari ne méritait pas d'être appelée épouse. À partir de ce moment, tu n'es plus rien pour moi. Pierre a hurlé de désespoir, mais j'avais déjà tourné le dos. J'ai fait signe à Thomas, et la porte d'entrée s'est ouverte. 2 policiers sont entrés, des menottes scintillantes à la main. C'étaient des hommes que j'avais contactés plus tôt. Je leur avais donné toutes les preuves du complot meurtrier de Pierre et Marc. De l'enquête de Thomas aux déclarations de Sophie et de Marie,
Je voulais que justice soit rendue ouvertement et correctement. Je voulais que ces deux-là paient selon la loi. Pierre et Marc ont été menottés, tous deux hurlant et suppliant encore. Pierre sanglotait mon nom, le nom de Marie, implorant le pardon. Marc a juré et menacé, disant que je le regretterais, mais personne ne s'en souciait plus. Alors que les officiers les faisaient passer devant moi, je les ai arrêtés un instant. J'ai regardé Pierre droit dans les yeux, ma voix basse et glaciale. J'ai dit que la mort était bien trop facile pour des gens comme eux. Ils vivraient en prison. Et chaque matin, en se réveillant, ils devraient se souvenir de ce qu'ils avaient fait. Chaque nuit, ils devraient affronter les cauchemars de leur propre cruauté. C'était la punition qu'ils méritaient. Pierre et Marc ont été poussés dehors, leurs cris s'estompant jusqu'à disparaître lorsque les portes du manoir se sont refermées. Le salon est revenu au silence, brisé seulement par la respiration douce de ceux qui restaient. Je me suis tourné et je suis allé vers Marie. Je me suis agenouillé et j'ai serré ma fille dans mes bras, lui murmurant que c'était fini maintenant, que les méchants avaient été arrêtés, que personne ne pouvait plus lui faire de mal. Marie s'est accrochée à mon cou et a sangloté de soulagement. Le cauchemar était enfin terminé. Un paragraphe original pour approfondir les pensées de Julien à ce moment-là. J'ai serré Marie encore plus fort, sentant ses petits bras s'accrocher à moi. Ma décision était prise. Plus jamais je ne laisserai ma fille sans défense. Je pensais aux années passées à bâtir cet empire, à la ruthlessness que j'avais affichée, à la solitude que cela impliquait parfois. Je m'étais endurci contre le monde extérieur, mais je n'avais pas vu le danger s'insinuer dans ma propre maison. Ironie cruelle, c'est une étrangère, une âme sans attache, qui avait vu la lumière là où ma propre chair avait voulu semer la mort. Cela bousculait toutes mes certitudes sur la loyauté, le sang, la famille. Tout était à reconstruire, mais sur des fondations différentes. Plus vraies. La confiance, ce luxe si rare dans mon monde, venait de trouver un nouveau sens. Et ce sens s'appelait Sophie. Quelques jours après l'arrestation de Pierre et Marc, la vie dans le manoir Hartwell est lentement retrouvée une paix tranquille. Marie avait passé un examen médical complet. Heureusement, elle n'avait subi aucun dommage physique grave. Elle avait juste besoin de repos et d'une meilleure alimentation, et elle se rétablirait complètement. Mais il y avait une personne à laquelle je ne pouvais pas arrêter de penser. La personne qui avait sauvé la vie de ma fille. La personne qui avait donné à Marie la chance de revivre. Sophie Miller. J'ai conduit au cimetière de la Chartreuse, où la petite cabane de Sophie était toujours cachée au bord du terrain en friche. Je lui avais demandé de nombreuses fois de venir vivre au manoir, mais la jeune fille refusait toujours. Elle disait qu'elle était habituée à vivre seule, qu'elle ne voulait déranger personne et qu'elle n'avait besoin de la pitié de personne. Je me suis approché de la cabane et j'ai vu Sophie assise sur une bûche pourrie, tenant un morceau de pain rassis qu'elle mâchait lentement. C'était son repas, un morceau de pain et une bouteille d'eau. En voyant cela, quelque chose en moi s'est serré de douleur. Cette fille avait eu faim pour pouvoir donner de la nourriture à Marie pendant 5 jours d'affilée. Elle avait utilisé sa seule fine couverture pour couvrir l'enfant. Elle avait pris soin de la petite fille d'une étrangère comme si Marie était sa propre sœur. Sophie a levé la tête en me voyant et s'est levée précipitamment, cachant le pain derrière son dos comme si elle avait honte d'être surprise en train de manger. Je me suis approché et me suis assis sur la bûche à côté d'elle. Je n'ai pas mentionné le pain. Je n'ai pas mentionné sa pauvreté. J'ai seulement demandé doucement si elle pouvait me parler de sa vie. Sophie est restée silencieuse longtemps, ses yeux fixés au loin sur les rangées de tombes immobiles. Puis elle a commencé à parler, sa voix légère comme une brise, mais portant tant de tristesse. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas ses parents. Elle avait été trouvée dans une poubelle quand elle n'avait que quelques jours, emmenée dans un orphelinat et élevée là-bas. Personne ne l'avait adoptée. Personne ne voulait d'un bébé qui avait été jeté. Elle a grandi entourée de froid et de pénurie, sans affection, sans famille,
sans personne qui se souciait vraiment de savoir si elle vivait ou disparaissait. Quand elle a eu 18 ans, l'orphelinat n'était plus responsable d'elle. Elle a été poussée dans le monde sans rien, sans aplomb, sans compétences, sans parents, sans argent. Elle a fait tout le travail qu'elle pouvait trouver pour survivre, laver la vaisselle dans les restaurants, nettoyer les bureaux, ramasser les canettes et les bouteilles dans la rue. Elle dormait sous les ponts, sur les bancs des parcs, partout où elle pouvait se protéger de la pluie et avoir un peu d'ombre du soleil. Puis elle a été trompée par des gens qui lui avaient promis un bon travail et lui avaient volé le peu d'argent qu'elle avait réussi à économiser. Elle a été battue, elle a été chassée, elle a été traitée comme une ordure. La vie ne semblait pas contenir la moindre lueur d'espoir pour elle. Finalement, elle était venue dans ce cimetière et avait demandé du travail d'entretien des tombes. C'était un travail que personne ne voulait, mais au moins cela lui donnait un endroit où dormir, un endroit où elle pouvait construire une petite cabane dans un coin caché sans être chassée. Elle vivait ainsi depuis des années, seule parmi les tombes, parlant plus aux morts qu'aux vivants. J'ai écouté sans parler. Mon cœur, le cœur d'un patron froid et impitoyable, me faisait mal à l'histoire de cette jeune femme. J'ai pensé à Pierre, la femme que j'avais gâtée sans limite, lui offrant une vie de soie et de luxe, tout ce qu'elle voulait. Et pourtant, elle pouvait être assez impitoyable pour essayer de tuer sa propre fille pour de l'argent. Et Sophie, une fille qui n'avait rien d'autre qu'une cabane déchirée, avec personne d'autre qu'elle-même dans le monde, avait été prête à partager sa nourriture rare, à partager sa seule couverture fine avec un enfant qu'elle ne connaissait même pas. Elle avait risqué sa vie pour sauver Marie et n'avait rien demandé en retour. Ce contraste m'a fait réaliser quelque chose avec une clarté étonnante. La richesse et la pauvreté ne définissaient pas le cœur d'une personne. Pierre était riche en possession, mais son âme était pourrie. Sophie était pauvre jusqu'au bord de la survie. Pourtant, son cœur était pur, et d'une certaine manière, il était plus riche que quiconque j'ai jamais rencontré. J'ai regardé Sophie, et dans mes yeux, il y avait de la gratitude et il y avait de la détermination. J'avais pris une décision qui changerait la vie de cette fille pour toujours. J'ai regardé Sophie droit dans les yeux, ma voix lente, mais pleine de sincérité. J'ai dit que je voulais qu'elle vienne vivre au domaine Hartwell, que je voulais qu'elle reste près de Marie. L'enfant avait besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle, quelqu'un en qui elle avait confiance, et cette personne, c'était Sophie. Au moment où Sophie l'a entendu, elle a bondi sur ses pieds, ses yeux lançant des éclairs de défense. Elle a secoué la tête, sa voix dure en disant qu'elle n'avait besoin de la pitié de personne. Elle avait vécu seule pendant des années et elle continuerait à vivre ainsi. Elle m'a remercié d'avoir pensé à elle, mais elle ne pouvait pas accepter cette aide. Je ne me suis pas fâché. Je n'ai pas eu l'air irrité. Je me suis simplement levé et j'ai fait face à la file têtue devant moi. J'ai dit que ce n'était pas de la pitié. Je n'avais pas l'habitude de plaindre qui que ce soit. J'ai dit que ma femme m'avait trahi et les personnes en qui j'avais le plus confiance s'étaient avérées être mes ennemis. Dans mon monde, la confiance était le luxe le plus rare et elle était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance en ce moment. Elle avait sauvé ma fille sans rien demander et elle méritait d'être traitée avec gentillesse. Sophie est restée immobile, ses yeux clignants, comme si elle livrait une bataille féroce à l'intérieur d'elle-même. La vie lui avait appris que personne n'était gentil sans motif, que la gentillesse avait toujours un prix. Mais quand elle a regardé dans mes yeux, elle n'a pas vu de calcul ou de tromperie. Elle n'a vu que la sincérité d'un père essayant de protéger son enfant. Finalement, Sophie a accepté de rester au domaine temporairement, seulement pour s'occuper de Marie, jusqu'à ce que la petite fille soit complètement rétablie. Elle a souligné que ce n'était que temporaire. Elle ne voulait devenir le fardeau de personne. J'ai hoché la tête et j'ai accepté, même si au fond de moi, je savais que je ne laisserais jamais cette fille retourner dans cette cabane en ruine. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un calme tranquille.
Sophie s'est progressivement habituée à la vie au manoir, bien qu'elle fût encore maladroite et incertaine face à tout ce luxe qui l'entourait. On lui avait donné une chambre privée spacieuse avec un lit moelleux, des couvertures chaudes, une salle de bain propre. Pour la première fois de sa vie, elle a appris ce que c'était de dormir dans un vrai lit, de manger des repas complets et nutritifs. Marie s'accrochait à Sophie comme une ombre. L'enfant l'appelait Maman Sophie, la tirait par la main partout et lui racontait toutes les histoires du monde. Pour Marie, Sophie n'était pas seulement la sauveuse qui lui avait sauvé la vie, mais aussi la figure maternelle aimante qu'elle n'avait jamais eue. Sophie a commencé à s'ouvrir aussi. Un sourire rare commençait à apparaître sur ce visage qui avait toujours porté une triste quiétude. Mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. Un matin, alors que Sophie nettoyait le salon, elle est tombée sur un journal que la gouvernante avait laissé sur la table. La première page portait un gros titre. Une chercheuse d'or s'accroche à un milliardaire. D'une simple nettoyeuse de tombes à une profiteuse dans un luxueux manoir. En dessous, une photographie d'elle, prise secrètement alors qu'elle sortait du portail du domaine Hartwell. L'article était rempli de mots amers et moqueurs, raillant Sophie, une fille pauvre, sans éducation, sans abri, qui profitait maintenant de la gentillesse de M. Hartwell pour changer sa vie. Il laissait entendre qu'elle s'était approchée de moi exprès avec de mauvaises intentions, que l'histoire du sauvetage n'était qu'une performance pour gagner la confiance d'un riche milliardaire. Sophie a lu chaque ligne, ses mains tremblantes, les larmes montant. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal, mais ces mots lui transperçaient le cœur comme des milliers d'aiguilles. Elle était habituée à être méprisée, traitée comme une ordure, mais elle ne pouvait supporter l'idée que sa présence puisse me nuire, à moi et à Marie. Cette nuit-là, quand le manoir s'était endormi, Sophie a discrètement emballé ses quelques affaires dans un sac en tissu. Elle avait décidé de partir, de retourner à la cabane du cimetière, à la vie solitaire qu'elle connaissait. Elle n'avait pas sa place ici. Elle ne méritait pas cette gentillesse. Elle descendait les escaliers quand les lumières du salon se sont soudainement allumées. J'étais là tenant le journal qu'elle avait lu ce matin-là. Je lui ai demandé où elle pensait aller. Sophie a baissé la tête, sa voix lourde de larmes, en s'excusant. Elle a dit qu'elle ne voulait pas nuire à ma réputation, ni à celle de Marie. Elle a levé une main vers le journal et a dit qu'elle était un fardeau, une tâche. Elle devrait partir avant que les choses ne s'aggravent. J'ai regardé le papier dans ma main, puis je l'ai calmement déchiré en deux, puis en quatre, puis en plus petits morceaux, et je l'ai jeté à la poubelle devant Sophie. Je lui ai demandé si elle allait laisser les gens dehors décider de sa vie. J'ai dit qu'elle était la bienfaitrice de cette famille. Elle avait sauvé la vie de ma fille. Et je me fichais de ce que quiconque disait. Le monde pouvait croire ce qu'il voulait. Mais dans cette maison, elle était respectée et elle était la bienvenue. Sophie est restée immobile, les larmes coulant sur ses joues. Elle avait vécu 27 ans dans ce monde et personne ne s'était jamais tenu à ses côtés. Personne n'avait jamais été prêt à affronter le monde entier pour elle. Pour la première fois, elle a senti qu'elle comptait vraiment, qu'on se souciait vraiment d'elle. Je me suis rapproché et j'ai posé une main sur son épaule, ma voix douce en lui disant que c'était sa maison, si elle voulait rester. Sophie a hoché la tête, les larmes coulant toujours, mais ses lèvres avaient esquissé un sourire. Elle a décidé de rester. Pour la première fois de sa vie, elle s'est permise de croire en la gentillesse d'autrui. Quelques jours après cette nuit fatidique, j'ai décidé d'organiser une conférence de presse au plus luxueux hôtel de Marseille. La nouvelle de l'arrestation de Pierre et Marc s'était répandue partout, et les articles de tabloïds sur Sophie continuaient à paraître sans fin. Je savais que si je n'y mettais pas un terme définitif, les rumeurs empoisonnées continueraient à faire du mal à Sophie et à jeter une ombre sur Marie. Il fallait en finir une fois pour toutes. Ce matin-là, la salle de presse était pleine à craquer de journalistes de tous les journaux et stations de télévision. Les flashs des appareils photo crépitaient encore et encore, des microphones alignés devant le podium. L'air était tendu de curiosité.
Tout le monde voulait savoir ce que Julian Hartwell dirait sur le scandale choquant que sa femme avait tenté de tuer sa propre fille et sur la mystérieuse fille vivant maintenant dans son domaine. Je me suis avancé vers le podium, calme mais imposant. À mes côtés se tenait Sophie, la jeune femme maladroite et tendue, les yeux baissés, clairement peu habituée à être au centre de l'attention. Derrière eux, Marie était assise sur une petite chaise, ses yeux clairs balayant la pièce avec la curiosité innocente d'un enfant. J'ai tapé légèrement sur le microphone et la pièce est devenue silencieuse d'un coup. J'ai commencé à parler, ma voix basse et claire. J'ai dit que j'étais là aujourd'hui pour tout clarifier, pour mettre fin aux rumeurs infondées et aux articles malveillants parus ces derniers jours. J'ai désigné Sophie et je l'ai présentée à la presse. Voici Sophie Miller, la personne qui a sauvé la vie de ma fille. Immédiatement, la salle a éclaté. Les mains se sont levées. Des questions ont été hurlées de toutes parts. Un journaliste dans les premiers rangs s'est levé d'un bond, sa voix pleine de moquerie et d'irrespect. Il a demandé « Monsieur Hartwell, cette fille n'a aucune éducation. Elle était sans abri. Elle travaillait à nettoyer des tombes dans un cimetière. Pourquoi l'avez-vous accueillie dans votre domaine? Avez-vous une relation amoureuse avec elle? Ou a-t-elle utilisé un stratagème pour se rapprocher de vous? » Sophie a baissé la tête encore plus, ses épaules tremblantes, ses mots la blessant profondément. Mais j'ai seulement eu un sourire froid. J'ai regardé le journaliste droit dans les yeux, ma voix parfaitement stable. J'ai dit, cette jeune femme a sauvé ma fille alors que sa propre mère la voulait morte. Elle a utilisé sa nourriture rare pour nourrir un enfant qu'elle ne connaissait même pas, et elle a utilisé sa seule couverture fine pour couvrir cet enfant pendant les nuits froides. Elle est pauvre en possession, oui, mais son cœur était plus riche que quiconque j'ai jamais rencontré de ma vie. La pièce est devenue silencieuse. Les caméras continuaient de clignoter, mais les murmures se sont éteints. Je me suis tourné pour regarder Sophie, puis j'ai continué. J'ai dit que j'avais été témoin de ma femme, une femme enveloppée de soie et gâtée sans limite, prête à tuer son propre enfant pour de l'argent. Et j'avais aussi été témoin de cette jeune femme, une personne qui n'avait que ses mains nues, prête à risquer sa vie pour sauver l'enfant d'une étrangère sans rien demander en retour. Alors, qui est digne de respect? J'ai fait une pause, puis j'ai soulevé un épais dossier juridique qui avait été posé sur le podium et je l'ai tenu en l'air pour que tout le monde le voie. La pièce a retenu son souffle, personne ne comprenant ce que j'allais faire. Puis j'ai parlé à nouveau, ma voix portant à travers la pièce. J'ai dit, « Ceci est la documentation juridique que je viens de finaliser. À partir d'aujourd'hui, Sophie Miller devient officiellement la future matriarche de la famille Hartwell. Elle n'est pas seulement la sauveuse de ma fille, mais la femme qui a capturé mon cœur. Elle se tiendra à mes côtés comme mon épouse, et ensemble, nous élèverons Marie. À partir de maintenant, son nom complet est Sophie Hartwell. » La salle de presse a explosé. Des allaitements ont monté de tous les côtés. Les caméras ont flashé frénétiquement. Les journalistes se sont précipités pour capturer ce moment. Sophie est restée figée, les yeux écarquillés, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Un partenaire, un foyer, elle, un enfant abandonné dans une poubelle. Une femme sans abri vivant dans une cabane en ruine. Elle avait une famille maintenant. À ce moment-là, Marie a couru jusqu'au podium et m'a tiré la manche. Elle a pointé le microphone, signalant qu'elle voulait parler. J'ai souri, j'ai soulevé ma fille dans mes bras et je lui ai tendu le microphone. Marie a regardé la foule de journalistes, sa petite voix claire résonnant dans la pièce avec une innocence simple. Elle a dit, « Sophie est ma nouvelle maman. C'est elle qui m'a donné à manger quand j'avais faim. C'est elle qui m'a serré dans ses bras quand j'avais peur. C'est la meilleure personne du monde entier. S'il vous plaît, ne dites plus de mauvaises choses sur ma maman. » Les mots d'une enfant de 6 ans ont transpercé la suspicion et la cruauté comme une lame. La pièce est devenue complètement silencieuse. Personne n'ose en parler.
De nombreux journalistes ont levé la main pour essuyer leurs yeux, les larmes d'émotion coulant sur leurs joues. Sophie se tenait au podium. Les larmes coulaient à flots. Elle ne pleurait pas de chagrin. Elle pleurait de bonheur, de la pure incrédulité que sa vie ait complètement changé à cet instant. Elle, qui n'avait jamais eu de famille, qui n'avait jamais appartenu à personne, avait maintenant un homme qui la chérissait et une petite fille qui l'aimait. Marie a couru dans les bras de Sophie et je me suis avancé et j'ai posé une main sur son épaule. Nous étions tous les trois là, sous des centaines d'objectifs de caméra. Mais pour nous, à ce moment-là, il n'y avait que la famille. Sophie m'a regardé, elle et Marie, ses yeux brillants d'un amour qu'elle n'avait jamais connu. Elle a murmuré « Merci de m'avoir choisi, Julien. Je t'aime. » Quelques mois ont passé après cette conférence de presse fracassante. La vie de la famille Hartwell est progressivement installée dans un rythme paisible. Sophie s'était habituée à être appelée Sophie Hartwell, habituée à avoir un partenaire attentionné et une petite fille qui s'accrochait à elle à chaque pas. Marie s'était complètement rétablie et son rire cristallin résonnait à nouveau dans le manoir tous les jours. Et moi, Julien, l'homme autrefois froid comme la glace, j'avais appris à sourire plus souvent lorsque j'étais avec mes deux filles. Par un après-midi de fin d'automne, j'ai conduit Sophie et Marie au cimetière de la Chartreuse. C'était l'endroit où le destin nous avait réunis. L'endroit où le mal avait tenté d'enterrer une petite vie et, sans le vouloir, avait semé la graine d'une nouvelle famille. Je voulais ramener mes filles ici, non pas pour rouvrir la douleur du passé, mais pour la refermer complètement, d'une manière qui puisse enfin être complète. Nous avons marché tous les trois entre les rangées de stèles, tandis que le vent d'automne soufflait doucement, portant le parfum des feuilles sèches et de la terre humide. Marie tenait fermement la main de Sophie, et ses yeux ne portaient plus la peur qu'ils avaient eue autrefois. Elle comprenait maintenant que cet endroit n'était pas effrayant. C'était l'endroit où elle avait été sauvée, où elle avait eu une seconde chance. Nous nous sommes arrêtés à l'endroit qui avait été la fausse tombe de Marie. Maintenant, le trou avait été comblé et il n'y avait plus aucune trace de stèle ou de couronne funéraire. À la place, un petit pommier avait été planté, ses feuilles vertes fraîches se balançant dans la brise. Marie a demandé avec surprise pourquoi papa avait planté un arbre ici. Je me suis agenouillé jusqu'à être à la hauteur de ses yeux et j'ai expliqué doucement. J'ai dit qu'ici le mal avait autrefois essayé d'enterrer la vérité, d'éteindre une flamme vivante. Mais il avait échoué. Des cendres de ce sombre projet, la vie était ressuscitée plus forte que jamais. Cet arbre à pommes allait grandir. Il fleurirait. Il porterait des fruits, tout comme toi, tout comme notre famille, grandissant et devenant plus fort avec le temps. Marie a hoché la tête même si elle ne comprenait probablement pas entièrement le sens plus profond de mes mots. Pourtant, elle a souri et a tendu la main pour caresser une feuille tendre du pommier, comme pour saluer un nouvel ami. Après cela, j'ai conduit mes filles vers la lisière du cimetière, à l'endroit où la cabane de Sophie avait autrefois été. Sophie a marché en silence, les souvenirs gonflant en elle. C'est là qu'elle avait vécu pendant des années, seule et froide, invisible pour tout le monde. C'est là qu'elle y avait sauvé Marie, changeant son propre destin sans même le savoir. Mais quand nous sommes arrivés, Sophie a réalisé avec choc que la cabane avait disparu. Non seulement sa cabane, mais le terrain sauvage qui l'entourait avait été complètement dégagé. Les mauvaises herbes avaient été coupées, le sol nivelé, et des piquets en bois marquant les limites avaient été plantés partout. Sophie s'est tournée vers moi, ses yeux pleins de questions. J'ai souri et j'ai pointé la large étendue de terrain devant nous. J'ai dit que j'avais acheté tout cela, du bord du cimetière jusqu'à la route principale de l'autre côté. J'allais construire quelque chose ici, quelque chose que je portais dans mon cœur depuis le jour où j'avais entendu Sophie raconter l'histoire de sa vie. Sophie m'a regardé, ne comprenant toujours pas ce que je voulais dire. J'ai continué, ma voix lente et pleine de sentiments. J'ai dit qu'un centre de soutien s'élèverait ici pour les orphelins et pour les personnes sans abri.
Cet endroit aurait des logements propres, une école gratuite, une clinique pour les soins médicaux, une cafétéria servant des repas chauds tous les jours. Des enfants sans nulle part où aller seraient élevés assis, et des personnes errant dans les rues sans rien auraient un toit au-dessus de leur tête. Et le centre aurait un nom, le centre Sophie Hartwell. Sophie est restée figée, les larmes coulantes avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elle a balbutié et a demandé si je faisais cela pour elle, si je donnais son nom à quelque chose d'aussi grand. Je me suis rapproché, j'ai posé mes 2 mains sur les épaules de Sophie et j'ai regardé droit dans les yeux de la femme qui avait ramené la lumière dans mon monde sombre. Je ne voyais pas seulement une sauveuse. Je voyais ma compagne, la seule personne que je voulais protéger pour le reste de ma vie. J'ai dit que je ne le faisais pas seulement pour Sophie. Je le faisais pour chaque enfant comme Sophie l'avait été autrefois. Des enfants abandonnés, des enfants sans personne pour les aimer, des enfants forcés de grandir dans la solitude et le besoin. Je voulais leur donner une chance, un foyer, un avenir. Je voulais m'assurer qu'aucun enfant n'aurait jamais à vivre dans une cabane froide au bord d'un cimetière comme Sophie l'avait fait autrefois. Sophie ne pouvait pas parler. Elle s'est jetée dans mes bras et a sangloté. C'était la première fois de sa vie qu'elle pouvait serrer un père. La première fois qu'elle avait vraiment ressenti l'amour d'une vraie famille. Entre des respirations coupées, elle a murmuré « Merci de ne pas seulement m'avoir donné une famille, mais de m'avoir donné la chance d'aider des gens comme moi. » Marie a couru et a enroulé ses bras autour de ma jambe et de sa nouvelle mère. Et nous nous sommes tenus tous les trois sur cette vaste étendue de terrain, nous étreignant sous la douce lumière du coucher de soleil. Le vent d'automne soufflait, portant le parfum de la terre fraîchement labourée et la promesse d'un avenir plus radieux. Ici, des cendres d'un passé douloureux, une nouvelle famille était renaissante et un nouvel espoir était planté. Aujourd'hui, 1 an plus tard, le cimetière de la Chartreuse est toujours aussi paisible. Mais le terrain en bordure a été complètement transformé. Le centre Sophie Hartwell a officiellement ouvert ses portes et fonctionne, un bâtiment solide et magnifique avec des murs blancs lumineux et un jardin verdoyant qui l'entoure. Il est devenu un foyer pour des centaines d'orphelins et de personnes sans abri, leur offrant un endroit où dormir et manger, leur donnant la chance d'apprendre, de recommencer, de reconstruire une vie. Chaque jour, les rires d'enfants résonnent dans l'enceinte du centre, chassant de la morosité qui semblait autrefois s'accrocher au cimetière voisin. Sophie est maintenant étudiante en première année dans une université prestigieuse, poursuivant son rêve de devenir enseignante. Elle veut enseigner aux enfants qui ont eu une vie difficile, leur donner des connaissances et de l'espoir, comme la vie lui a donné une seconde chance. Chaque week-end, elle retourne au centre qui porte son nom pour donner des cours aux plus jeunes, leur raconter des contes de fées, les encourager à se relever et à continuer. Marie a 7 ans maintenant, plus grande, plus saine et plus heureuse que jamais. Les douloureux souvenirs de la nuit où elle a été enterrée vivante se sont lentement estompés, remplacés par de beaux souvenirs chaleureux aux côtés de son père et de la femme qu'elle appelle maintenant maman. Elle va à l'école, elle a des amis, elle a une vie ordinaire comme n'importe quel autre enfant. Et moi, Julien, toujours froid et effrayant pour le monde extérieur, je suis le mari le plus dévoué pour Sophie et un père aimant pour Marie. Je chéris chaque instant passé en famille. Alors que je reste un homme puissant pour le monde, à la maison, je suis simplement un homme profondément amoureux de la femme qui nous a sauvés tous les deux. J'ai appris que la famille était la chose la plus précieuse au monde, valant plus que tout l'argent et le pouvoir. Cet après-midi-là, nous sommes allés tous les trois visiter le pommier du cimetière. Le petit pommier d'avant était maintenant plus grand que Marie, sa canopée pleine et verte se balançant au vent. Marie a penché la tête en arrière pour le regarder, puis s'est tournée et a demandé à son père si l'arbre donnerait des pommes, et quand nous pourrions enfin en manger. J'ai souri et lui ai caressé les cheveux avec une affection tranquille. J'ai dit, oui, il le fera. Dans quelques années,
Il portera des fruits, et quand ce sera le cas, je cueillerai les pommes, et je ferai des tartes pour mes 2 filles. Sophie se tenait à nos côtés, regardant son mari et notre petite fille avec des yeux pleins d'amour. Elle a tendu la main pour prendre la mienne, sentant la force et la chaleur de l'homme qui lui avait donné une raison de sourire à nouveau. Elle a souri et a dit qu'elle se souviendrait de cette promesse. Et quand le moment viendrait, j'aurais intérêt à faire une tarte aux pommes vraiment délicieuse pour toute la famille. Nous avons ri tous les trois, ce rire clair montant dans le cimetière paisible. Nous nous sommes tenus par la main et avons marché sous la lumière dorée du coucher de soleil. Derrière nous, un passé sombre rempli de trahison, de douleur et de larmes. Devant nous, une nouvelle route, peut-être pas parfaite, mais pleine d'espoir et d'amour. Et c'est tout ce dont nous avions besoin. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que l'avenir nous réserve. La vie est une drôle de chose, n'est-ce pas? Parfois, elle vous prend tout, et parfois, elle vous offre ce que vous n'auriez jamais osé espérer par les chemins les plus improbables. Est-ce que ce fut le bon choix de faire confiance à Sophie, de l'épouser? Je le crois. Mais chaque jour est une nouvelle étape, un nouveau défi. Il n'y a pas de fin parfaite, seulement des continuités. Et c'est la nôtre. Une vie inattendue, complexe et profondément